vous aurez remarqué qu'on a, même si on a été bousculé par le temps, ce sont les cafouillages du début, donc on avait prévu depuis le départ qu'il y ait assez de champ, assez de temps pour la discussion. C'est bien pour ça qu'on a pris ce format-là, en principe, mais comme a dit Mickey, je crois qu'on est piégé par notre succès, c'est ça? Donc on va essayer quand même une bonne heure, c'est pas, on aurait préféré 1h30, mais on va se prendre 1 heure, au moins, un peu plus, de débat, qu'on souhaiterait, ça peut porter sur des questions posées par les intervenants, mais aussi que ça peut être transversal hein, sur la thématique de cette séance. Je vous cède tout de suite la parole sans trop réfléchir. Ça, c'est Abdelmajic. À faire à propos de l'exposé sur l'éducation. En rapport avec le thème de cette session, nous avons écouté un rapport qui est essentiellement descriptif et quantitatif. Alors, est-ce que le rôle des sciences sociales est uniquement d'être descriptif et quantitatif? Moi, je prétends que les sciences sociales doivent avoir également un rôle explicatif. Et là, pour l'enseignement, il y a des stations dans l'histoire de notre système d'enseignement qui doivent être rappelées pour comprendre la situation où se trouve notre système et pourquoi aujourd'hui il est bloqué. Je rappellerai très brièvement ces quelques stations qui me semblent très importantes dans l'histoire de notre système éducatif. Le projet de réforme de 1958 a été concocté au sein du l'UGTT par le syndicat de l'enseignement à l'époque. Et donc, en 1958, dès que Messadi a été nommé, il a mis en application un programme déjà établi. C'est un programme à tendance moderniste, qui est le prolongement de l'enseignement syndicien, mais où il y avait 3 options. L'option A, c'est-à-dire un enseignement entièrement arabisé. L'option B, qui est l'enseignement bilingue syndicien. Et C, appelé à disparaître, c'est uniquement les élèves qui étaient dans le pipeline et qui n'avaient pas fait d'enseignement en arabe du tout. Or, ce système qui a fonctionné de 58 à 68 jusqu'à l'arrivée de Salah a vu la section A, qui était destinée à être la section permanente, péricliter, pour différentes raisons. Là, on peut vraiment expliquer pourquoi, parce que l'administration n'était pas arabisée, parce qu'il était difficile aux étudiants de cette section de poursuivre leurs études à l'étranger, etc. Toujours est-il que en 68, il y a eu l'option de ne garder que la section B. Et avec les mêmes orientations modernes. C'est en 1976, lors du second passage de Nzali à l'éducation nationale, qu'il y a eu une commission formée uniquement d'inspecteurs, donc des gens à la solde du ministère. Et des instructions, parce qu'il faut les nommer comme elles sont, les instructions du ministre étaient de tabler sur des notions qui n'avaient pas du tout cours de 58 à 76. C'est-à-dire, grâce au Tabat, donc cette fameuse conquête des esprits par l'Occident,
l'obéissance au lieu du conflit des générations, l'authenticité au lieu de l'ouverture, etc. Et donc, les programmes et l'orientation de l'enseignement, c'était tout à fait différent depuis cette date dans les manuels et dans les programmes. En plus, et vous l'avez bien rappelé, cette politique libérale de Nuera qui voulait limiter le nombre d'élèves au secondaire. Et évidemment au supérieur, mais le supérieur, c'était vraiment une très petite tranche de la population. Cette situation a duré jusqu'au milieu des années 80. Là, il y avait, mais dans le cadre du syndicat de l'enseignement supérieur, ni dans celui de l'enseignement primaire ni secondaire, une réflexion sur notre système d'enseignement. Et notre syndicat, à l'époque, a convaincu le ministre du Plan et des Finances, Mansour Ma'alla, qui n'était pas du tout convaincu au départ, de la nécessité d'instaurer l'école de base, l'école de 9 ans, c'est-à-dire l'école qui permet aux élèves de ne plus retourner à l'analphabétisme, comme c'était le cas avec ceux qui sortaient de l'école à l'âge de 11, 12, 13 ans et qui revenaient vraiment à la situation d'analphabète. Une fois l'accord du ministre du Plan et des Finances acquis, on avait chargé un membre du bureau exécutif et membre du Parlement de l'époque de lire nos propositions, et le ministre de l'Éducation, et le Premier ministre de l'époque, Zali, était furieux contre ce système, contre cette école de base. Et dans un discours mémorable, il dit comment qu'est-ce que ça veut dire forcer les gens à être à l'école jusqu'à l'âge de 15-16 ans, etc. Bref, en 89, il y a eu un retour à l'option moderniste, de 89 à 94. Mais cette réforme qui a été entamée sur la base donc, des choix antérieurs, en fait, elle n'était pas allée jusqu'à son terme. Parce qu'il fallait, et vous l'avez bien remarqué, il fallait penser à ces jeunes qui quittent l'école sans qualification, et on n'a pas suffisamment pensé à l'enseignement professionnel. Et depuis, toutes les options qui ont été faites du temps de Ben Ali, c'était une destruction délibérée de notre système d'enseignement. Il suffit de penser que les recrutements à l'enseignement supérieur étaient au compte-gouttes. On voulait faire appel aux vacataires, aux contractuels. On s'est débarrassé de tous ceux qui arrivaient à l'âge de 60 ans et on a multiplié le nombre des élèves par les fameuses 25%. Donc, c'était vraiment une destruction systématique. En plus, il fallait ouvrir la porte à l'enseignement privé, au primaire et secondaire, selon les instructions claires de la Banque mondiale et du FMI. L'État doit se désengager de l'enseignement. Donc, c'était des choix politiques. Nous avons aujourd'hui, nous héritons de cette situation et nous avons toute une génération
de jeunes qui sont incapables, qui sont au chômage, oui, mais qui sont incapables de s'exprimer dans une langue quelconque. C'est-à-dire que le problème linguistique se pose dans notre école. C'est pour ça que l'aspect quantitatif n'est pas suffisant. Il y a des pays, de petits pays, où l'enseignement se fait dans la langue nationale du jardin d'enfants jusqu'au doctorat. Le Danemark, par exemple. Mais il est exigé dans tous les pays du monde qui ont un système d'enseignement réussi, les rapports PISA le démontrent amplement, il y a la nécessité de maîtriser 2 langues vivantes en plus de la langue nationale. Je vais avoir l'outrecuidance de vous demander de conclure, sinon les autres vont prendre de la grève, je ne pourrai plus contrôler personne. Ça fera jurisprudence ce que j'ai dit assez. Je m'excuse, pas de problème. Mais j'ai voulu tout simplement dire que les problèmes de notre système d'enseignement ne sont pas uniquement d'ordre quantitatif, ils sont d'ordre qualitatif. Mais nous avons également des aspects de notre système dont nous pouvons être fiers. Je signale, parce que c'est mon domaine, je le connais le mieux, que l'université tunisienne est la seule université du monde musulman où il y a un enseignement du religieux sécularisé. Dans tous les pays du monde musulman, l'enseignement du religieux est du ressort des clercs, sauf en Tunisie, dans les facultés des lettres et sciences humaines. Et si Nahda a eu des difficultés à convaincre pas mal de gens, c'est un peu grâce à ceux qui ont suivi cet enseignement dans nos facultés. Et j'en passe. Je m'excuse encore une fois d'être long. Je vais vous demander pour chacun qui intervient de se présenter. Comme ça, parce que pour l'enregistrement, c'est vraiment sélectif. Non, on prend quelques questions avant. Après. Zouali Essine, je suis maître assistant en psychologie de l'éducation et chercheur en sciences de l'éducation. Alors, je tiens à remercier les intervenants. Je vais réagir par rapport à l'intervention de mon collègue Sylvain Zila. En fait, il est vrai que l'approche est quantitative, mais peut-être elle méritait d'être interrogée. Et qu'est-ce qu'on voit dans les schémas? Je vais partir de là. Dans les schémas que vous avez présentés, il y a un certain équilibre depuis l'école de l'indépendance jusqu'à presque la fin des années 90 là où, même s'il y a une évolution, cette évolution ne se traduit pas en termes d'envol. Et en fait, après, dans les années 2000, l'envol était anormal. Comment se fait-il que le taux de scolarisation s'est envolé et suivi d'un taux de réussite qui s'est envolé de cette manière? Alors, c'est là où peut-être 2 variables qui méritent d'être introduites, une variable politique et une variable économique. Les 2 sont complémentaires aujourd'hui. 2 réformes dans l'histoire de la Tunisie, réformes brillantes, celle de l'indépendance conduite par Messabi et celle de 91 conduite par Chafi. Les 2 sont brillantes, pourquoi? Parce qu'elles ont réussi, ces réformes ont réussi à maintenir l'école tunisienne. Disons que sur le plan pédagogique, il est vrai qu'elle était une école hyper sélective, mais qui a réussi à maintenir articuler son sens autour de contenu, autour des savoirs. La question des savoirs était fondamentale dans ces réformes-là. Et la refonte des programmes ou le changement des programmes qui a été entamé en 91 a permis de renouer donc avec le sens pédagogique de l'école tunisienne. Donc jusqu'à cette époque. Qu'est-ce qu'on a vu en 2000? En 2000, on a mené, depuis 2002, on a mené une réforme qui a été justement encadrée par la Banque mondiale avec une idéologie néolibérale compte tenu
du problème des entreprises qui commencent à guetter l'école tunisienne et à vouloir l'asseoir à sa volonté. Un autre facteur politique, c'est la perversion du système, qui a commencé à faire rentrer la joie dans chaque famille. Et ces slogans politiques, cette volonté de nuisance de malfaiteurs politiciens qui ont trouvé souvent certains pseudo-intellectuels, des agents, des acteurs, etc., ont fini par niveler l'école vers le bas jusqu'au moment où le navire ne peut plus encore s'enfoncer. Donc il est troué de tous les côtés. Et sur le plan pédagogique, pour la première fois en Tunisie, si on essaie d'interroger les enseignants en 2002 suite à cette réforme, pour la première fois, ils se scandalisent d'une réforme. J'avais enseigné la philosophie entre l'époque depuis 90 jusqu'à 95. Alors, pendant cette période, j'ai enseigné l'ancien programme et le nouveau programme. Il est vrai que la réforme de 91 a permis de refonder le sens pédagogique de l'éducation et la force même de l'école tunisienne. Malgré ça, son aspect sélectif qui fait que le nombre des étudiants est toujours limité. Alors, la démocratisation, la massification était menée par une volonté politique, mais malheureusement, elle était antidémocratique. Et donc, on a même allé jusqu'à vider l'école tunisienne des fondements de son fond principal, à savoir le savoir, les savoirs, sur le plan pédagogique. Or, qu'est-ce que représentent les savoirs scolaires? Ils représentent des éléments. Ce sont les éléments culturels qui permettent à l'esprit humain de se développer. Tout développement culturel à l'école, tout développement cognitif dépend de ces savoirs. Lorsqu'il n'y a pas de savoir, il est normal que les têtes seraient vides. Et donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... on n'aurait pas à attendre la révolution tunisienne pour voir l'émergence de l'idéologie salafiste. Cette idéologie, elle était préparée par l'école de Ben Ali lui-même. Elle était préparée par cet endoctrinement, parce que plusieurs contenus étaient falsifiés. Il y a un travail des historiens à mener là-dessus, et une matière telle que les droits de l'homme, à l'époque, sous l'époque de Ben Ali, plusieurs contenus étaient déjà déterminés par les volontés des acteurs qui interviennent dans les académies politiques du RCD. Bref, ça c'est endoctrinement, volonté de nuire et surtout le fait de frapper les savoirs. On les a remplacés par le mot compétence. Cette idéologie du néolibéralisme qui veut à tout prix asseoir l'école à l'entreprise et réduire l'école à une entreprise. Alors ces deux dangers continuent à guetter aujourd'hui et je pense que, par exemple, les islamistes radicaux, tels que l'idéologie de Narda, applaudissent largement le néolibéralisme. Pourquoi? Parce que cette idéologie reste toujours neutre vis-à-vis d'un fond axiologique, c'est-à-dire relevant des valeurs de la démocratie. Ils s'en fichent de toutes ces questions-là et ils s'en fichent du contenu de l'esprit critique. Aujourd'hui, il n'y a pas, si on ne refonde pas les contenus, les savoirs, et malheureusement, il n'y a pas de tentative sérieuse pour réfléchir sur les contenus, qu'est-ce qu'il faut enseigner, parce que ce qu'il faut, ce qui mérite d'être enseigné, est une question fondamentale, question axiologique, qui est indissociée des valeurs. Et lorsque vous avez des enseignants, depuis 2000, qui regardent ou qui observent les savoirs ou les compétences, soi-disant les contenus, les compétences qui étaient inscrites dans les programmes, ce qu'il enseigne et qui n'a pas de la valeur, on ne peut pas reprocher aux élèves aujourd'hui de dire la même chose que ce qu'ils étudient n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Et c'est là la crise de l'école tunisienne. Il n'y a pas de résolution ou de sortie de cette crise tant qu'on est plongé dans cette approche, malheureusement, qui n'est pas compatible ni avec l'histoire moderniste de l'école tunisienne, ni avec ses moments de bonheur. Encore faut-il de développer les aspects pédagogiques, puisque depuis 1991, le mérite de la réforme de Charfi, c'est également, en parallèle avec la refonte des programmes et des savoirs scolaires, il a mené aussi une politique de développement et de modernisation des pédagogies à l'œuvre à l'école tunisienne. Je vous remercie.
أربعة أقمار. سامحوني نتكلم بالعربي. حبيت نتدخل في أما تعرف عملش كيف ما لا لا محمد طاهر الديفاوي كوم كارير كاتب محكمة، كان نشاط في المجتمع المدني بالطبيعة عندي نشاط. حبيت نتدخل في المداخلات المتعلقة بمسألة النظام القضائي. أما فعلا من موقع اللي مارس 38 سنة العمل في وزارة العدل ويعرف تكواه معناها تحرقت الصوابع برشا أشياء. خلينا نبداو بملاحظة نظرية بسيطة. القانون يصدر لتأطير ظاهرة في الواقع. وهذا علاش القانون ديما متخلف عن الواقع، يجري وراء الواقع. وهذا علاش رجال القانون جندي بالي الحقوقيين وكل رجال القانون جينيرالمون في العالم سون دي كونسيرفاتور. ما تشيلوش هم القطاع القضائي باش يقعد هو الوحيد اللي يهزو الضرب نتاع الثوره، باش يقعد هو التيلاني، باش يقعد برشا نعنيو فيه، باش يقعد هو التيلاني لان فيه تراكمات تاع تخلف كبير ياسر. نو سوريس كو بار اكزومبل لو فينومين محكمة ناحية، هذا التقسيم روياليست نابليون تاع القرن التاسع عشر مازلنا محافظين عليه في تونس. وقت اللي نتكلموا على ثورة وباش تعمل توازن جهوي وباش تعمل يفو فريمون بارلي إصلاح النظام القضائي شي نجم يعمل. علاش ما تحيش محكمة الناحية وتلتزم بالتقسيم الإداري نتاع البلاد، محكمة ابتدائية في المعتمدية ومحكمة السيناء في الولاية، وبيان سور تقعد محكمة تعقيب قانون محكمة القانون. دون لي ميديا ميم il s'agit من تلقيح فصل ولا زوج فصول في مجال المرافعات المدنية والتجارية. محكمة العاصمة فيها 45% من النزاعات الموجودة في الجمهورية، واحنا نتحدثوا على المساواة في القانون وأمام القانون. الامتياز اللي عاطيه مجلة المرافعات المدنية والتجارية للشركات المالية وللبنوك باش تقوم في العاصمة في إطار باش تقوم في العاصمة في محكمة العاصمة هو اللي يخلي الانخرام هذا. خويا نحي الامتياز هذا. دونك لو جونتي نتاع القضاء هو في إصلاح المنظومة القضائية بيدها وفي إصلاح القوانين بيدها. هذا شانتي كبير، مش نرجع قاعد نحاول نتفاعل. هذا شانتي كبير يلزموا نخرجوا من مفهوم ربط كل سوا بمسألتها ودستورية القوانين برك النسيتير والرب ولا ربط المحكمة الإدارية. كيف سي المحكمة الإدارية؟ شيء وجودها وقت الأحكامها ما تنفذش. هي يصدر لك حكم والإدارة ما تنفذش بالنص. Donc il faut poser toutes les questions fondamentales بهدوء ومن غير شيء هم. قلت قطاع العدلية قطاع متخلف ياسر وباش يقعد هو التيلاني اللي يهزو طيار كبير باسكو اون فيت قاعدة ثورة تهز في تيار مجتمع ولا لا. سي اون كيستيون. فما جانب تاريخي في اللي اثرته الاستاذة ولا حتى المداخلة القضائية. بار اكزومبل دور السي او سي كود دوبليغاسيون اي دو كونترا مجلة العقود والالتزامات اللي هي تقريبا المنظم لكل النشاط الاقتصادي في البلاد. هي في دو مومون عملت لجنة في 1896 وخدمت وجمدت وجو 1906 عملوا لجنة أخرى. هذا ما تدرسش مؤرخين توانسه ما درسوش. درسوا كان واحد برك مغربي وحتى في مئوية تعمل كولوج كبير في مئوية السي او سي ما تمسش الجانب هذا. دونك سي اون روفونت كي سو في ا تيت فرواد كالمومون من غير ما تهزها شعارات. وسا نا ريان افوار افيك دستورية القوانين. مسألة تنظيم. شكرا. Merci. Je vais résumer très joyeusement. Tarafé, qui est un ancien fonctionnaire de la justice à la retraite, a dit qu'en fait le droit est toujours conservateur parce qu'il court après les faits, en gros, si j'ai bien compris. Qu'en fait il y a à la fois un grand chantier qu'il faut entamer, mais qui commencerait par des simplifications des procédures. Je vais pas, j'ai trop resserré ton propos, Esma répondra dans le détail.
Oui, alors j'ai une question à Asma. Est-ce que tu as conclu sur l'histoire du juge qui exige un sens, en tout cas qui décide. Est-ce que pour toi c'est vraiment nouveau? Parce que pour moi, citoyenne, ce n'est pas un nouveau. Enfin, peut-être, voilà, je demande. Je trouve qu'au contraire, les cas que j'ai entendus, et même des études un peu scientifiques, montrent aussi que les juges peuvent avoir un poids sur l'interprétation. Et question un peu insidieuse, qui va mener au reste, est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas justement dans le champ juridique, et de manière si c'est pas en tout cas apporte de l'eau à mon moulin, dans le champ juridique, il n'y a pas justement une diversification telle des voies, des interprétations et de la composition de ce champ juridique qui fait qu'on en arrive. Et moi je trouve que ces conflits-là sont extrêmement intéressants. Tu vois, donc pour moi, ce n'est pas que les juges ont le sens, ça c'est mon sentiment de citoyenne, c'est qu'il y a plus de monde qui se met de cette affaire, c'est pas plus mal. Ça ne veut rien dire pour la suite, mais c'est pas plus mal. Alors, et ça m'amène à, j'ai entendu, pardon, que la je ne sais pas quelle partie de l'exposé de Jocelyne, mais pour savoir à quoi servent les sciences sociales aujourd'hui, maintenant que nous sommes dans une révolution. J'ai cru entendre des tas de choses qui m'interpellaient dans ton exposé, et je pense que précisément c'est ça qui doit nous interpeller. Alors évidemment, quand on dit on va aller à la question sociale parce que personne ne s'en occupe, c'est révolutionnaire, parce que personne ne s'en occupe. Je veux dire, en soi, c'est un vœu révolutionnaire, je n'ai rien contre. Mais en tant que chercheur, peut-être que ce qui serait révolutionnaire, c'est qu'on revienne sur nos propres pratiques. C'est ça le plus important, c'est-à-dire comment on travaille. Et j'appliquerai ça en disant que on ne peut rien comprendre aujourd'hui au système, Stal l'a dit, Serad Majid aussi l'a dit, sans la parenthèse coloniale. Je veux dire, cette espèce d'extinction de la parenthèse coloniale qui a bien commencé sous Ben Ali pour des tas de raisons, à mon avis continue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'explique pas les organisations, l'organisation de la société, toute cette culture. Moi, je trouve que nous vivons dans une culture juridique française depuis 1890, précisément, tu l'as bien montré, Asma, qui nous lie jusque-là, et je finirai là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette transition qui a été dite avec les mots des juristes, maintenant les journalistes ne savent plus quoi dire là-dessus, parce que les juristes ne la nomment plus comme ça. Il y a une espèce de désarroi de nomination, et nous sommes devant ce désarroi. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs en sciences sociales qui doivent examiner ce désarroi, et nous sommes là, encore une fois, pour essayer de voir comment est-ce que les juristes disent, les sociologues disent, les anthropologues disent, etc. D'abord ce qu'ils disent. Et moi je trouve qu'il y a énormément, et ça je finis là-dessus, il y a une infinité de travaux de terrain à tous les niveaux qui ne sont absolument pas utilisés par nous. C'est-à-dire que c'est ça que nous devons mettre en question. C'est que nous n'utilisons pas tout le capital de connaissances, alors on critique Bourguiba, etc., mais tout le capital de connaissances qu'on a enregistré depuis 1960, je ne le vois pas moi dans les notes infrapaginales. Je ne le vois pas. Je vois que des théories, en général des reports un tel a dit, Habermas, Bourdieu, etc. Et la partie, c'est toujours la troisième partie, ou la conclusion, on va faire programmatiquement. Notre révolution aujourd'hui, c'est de nous occuper de ce capital, de l'évaluer et de l'utiliser, et peut-être pour aller plus loin. Et que pour moi, la parenthèse coloniale, de ce point de vue-là, est une cible merveilleuse. شكرا خالد الريشي كونسلتون population et développement. D'abord, la dernière remarque, je pense qu'elle est très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un stock de données statistiques في تونس unique حتى بالنسبة للمنطقة العربية وبالنسبة لأفريقيا من ناحية الثراء والديسبونيبيليتي. Alors que l'utilisation, qui m'a تفضلتي je pense qu'elle est à son minimum. الملاحظة الثانية هي بخصوص التعليم، في ثلاثة تحديات أثاروا انتباهي من خلال الإعداد العام الأخير وديفي qu'on peut rajouter au niveau de l'éducation, je pense. الأولى هي إنه نسبة الأمية بين النساء الريفيات. أعتقد على أنه هذا ممكن أن يساهم في تفسير العديد من الظواهر في تونس ومنها المحاولات نتاع تقسيم جنوب شمال، أيضا التوزيع الجغرافي للتيارات السياسية اللي عكستها الانتخابات الأخيرة قد يكون له علاقة بهذا ما أعرفش، إنما واضح جدا على أنه نسبة الأمية بين النساء في الريف
حاجه لا زالت مرعبه. يعني حوالي 40% عشان قريب اذا نتذكر. في حين في المدينه او في تونس العاصمه توصل 12%، النساء لا اكثر شويه، ممكن 17 18% توصل قريب ذلك. فالفرق كبير كثير. الظاهره الثانيه هي لا جراند ديسباريتي انتر جينيراسيونيل بخصوص التعليم. يعني على سبيل المثال انه نسبه الاميه بين السكان 15 29 حوالي 4%، نسبه الاميه بين السكان 60 فما اعلى، يعني المسيطرون على كل ما هي القوه والسلطه في البلاد تتراوح ما بين 60 و 80%. فاحد المؤشرات الفرق بتاع انا نحكي 2014 معناها القوه هذه لا زالت قويه جدا. ما هي تداعياتها او مساهمتها في تفسير عدد من ظواهر من مواقف وسلوكيات الشباب اعتقد مساله مهمه. التحدي الاخر اعتقد بالنسبه للتعليم، ما اعرفش اذا كان في تحسن او لا، هو تعليم ما قبل المدرسه بريسكولير، ايضا حاجه مهمه. الملاحظه الاخرى هي انه بما ان ظاهره الاسلام السياسي نسبيا حديثه في تونس، زاد نتعامل معها شويه، يعني اذا نلغي التعامل الوحيد الجانب او القمعي فقط، الان دخلنا في مرحله جديده وكل شيء، اعتقد من المهم جدا ايضا الاستفاده من دراسه التجارب الاخرى، ايران وليس فقط ايران، الاردن وغيرها، ممكن ان تكون فيه فائده كبيره بالنسبه لهم. احنا نعرف على انه ايران الحريات ضعيفه جدا او منعدمه حسب الفترات، لكن فيه مؤشرات اخرى ممكن تفيد بشكل يعني مؤشرات الصحه، مؤشرات الصحه الايجابيه، مؤشرات السلوك الديموغرافي. السلوك الديموغرافي معبر جدا لانه يعبر عن مدى انتشار الفكر المعقل. مؤشرات الاسبيرونس دو في، رينيسانس، هذا متقدمه جدا. ايران في كافه هذه المؤشرات وفي مؤشرات التعليم تعتبر الاولى في منطقه المينا، هي ولبنان، وتاتي بعدها تونس. يعني هذه احدى المؤشرات لكي استثيركم للتطعيم شويه بالتجارب الاخرى. شكرا. Merci. Je ne vais plus traduire systématiquement, sinon on déduira les questions des réponses. Allez, je vais vous débrouiller comme je peux. Jocelyne. Merci. Moi, j'aurais d'abord rebondi rapidement sur ce qu'a dit Omar Belghed, pour dire que il me semble qu'actuellement, il y a une nouvelle jeunesse de travaux qui ont été produits après l'indépendance et qui avaient été publiés ou qu'on avait un peu perdu de vue. Par exemple, la thèse d'Ahmed Batir sur les hautes steppes en train de retrouver une nouvelle jeunesse, ou plus près de nous, les travaux sur les jeunes qui ont été faits sous Ben Ali sont également en train de revenir dans l'ordre du jour. Et de manière plus générale, on constate que les régions dites de l'intérieur, les régions du sous-vêtement, ne sont pas des régions qui avaient été sous-étudiées. Au contraire, on peut dire qu'elles avaient été peut-être plus étudiées que les régions côtières. Même des régions comme la Cromandie, la région de Ramadan, etc., avaient donné lieu à des monographies dans les années 60. Donc là, il y a aussi tout un capital à redécouvrir et en cours de redécouverte, avec cette remarque qui doit nous rendre modeste, que cet investissement des sciences sociales n'avait pas produit d'effet, en fait, en termes de développement. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que tout simplement les trois exposés que nous avons entendus justement éclairent un point que j'ai soulevé dans l'introduction et qui personnellement m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'il nous montre comment chacun des chercheurs qui s'est exprimé se trouve à un moment ou à un autre à pointer une position de contradiction avec les idées reçues et d'une certaine façon est amené à parler contre la société, à contrer des idées
au-dessus. Pour le cas de Madame Benstemen, c'est par exemple lorsqu'elle développe les mains n'ont pas incarné tous une position de conservatisme, donc elle démontre cette idée. M. Benzine a soulevé l'idée d'une nation, a contré, disons, l'idée d'une nation massivement éduquée, presque sans analphabétisme. Madame Rachem a mis en cause l'idée que nous serions dans une situation de sortie du provisoire en matière des institutions. Et donc, je voudrais vous poser la question de savoir comment vous gérez justement cette situation de hiatus par rapport au débat social, par rapport à une forme de consensus social. Ça, je trouve que c'est une question essentielle pour notre position de chercheur. Et en troisième lieu, j'aimerais poser une petite question à Madame Rachel, parce que, enfin, sans connaître évidemment ces questions juridiques, moi j'avais fini par comprendre, à écouter les débats sur la Constitution, j'avais fini par comprendre qu'une Constitution était un texte par essence ambigu. Parce qu'il devait permettre un espace de jeu, il devait permettre justement l'interprétation, la réinterprétation, et que donc il ne fallait pas se lamenter finalement de voir qu'il y avait des contradictions internes au texte constitutionnel, parce que c'était là que jouait précisément la liberté et finalement le devenir historique. Et donc du coup ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous avez souligné pour conclure, donc je voulais vous éclairer sur ce point. On va prendre deux petites questions. Ils ont dit que c'était toutes petites questions. Ensuite, on laisse les intervenants répondre et puis on reprend une nouvelle fournée. Je suis du comité pour l'aspect des libertés de droits de l'homme en Tunisie. Je ne suis pas sociologue. Je n'ai pas. Par contre, je voulais intervenir un truc qui m'a interpellé dans la deuxième intervention de Mme Benstemen, c'est ça? C'était sur la question de l'identité. La question de l'identité, la question de l'échoir de l'identité. En fait, c'est une question que je découvre que c'était il y a un siècle au propos tunisien, mais c'était une question d'actualité très récente. Quand Sarkozy a voulu déchoir, donc c'est tout à fait récent au niveau de la France, et il en a sorti comme c'était un grand cheval de bataille, déchoir de la nationalité de ceux qui, la première ou deuxième fois, c'était des imams ou qui frappaient leurs femmes, on va leur déchoir ceux à qui on a octroyé la nationalité. Et cette question de la nationalité est importante. C'est la question du passeport. La question du passeport que nous, on a vécu dans notre comité et dans d'autres. Donc, les gens ont des choix de leur passeport. Et la question que je me pose, moi, aujourd'hui, pourquoi nous, on n'en parle pas? Des gens qui sont de Daesh aujourd'hui, ou des gens qui nous tuent parce qu'on pense différemment, ou qui tuent des militaires, ou qui tuent l'esprit de la République, qu'est-ce qu'on en pense? C'est des Tunisiens comme nous ou pas? Et c'est certainement cette question-là va se poser pour nous. Est-ce qu'ils ont droit à avoir un passeport national comme nous ou pas? Et c'est des questions qui ont été soulevées il y a un siècle, mais je pense qu'elles sont d'actualité. Ça pose en conséquence, et je termine, la question du projet républicain que nous avons à vivre ensemble. C'est quoi cette notion de projet républicain de la République tunisienne moderne du XXIe siècle? Il y a eu des étapes qui ont été construites par les premières générations de l'indépendance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va construire comme projet républicain commun entre nous et nos assassins? On aura compris de la première partie de la question que Mohamed est un immigré. Ensuite, Edith, après on va donner une première réponse. Ah oui, c'est parfait. Mais il faut vraiment en abrégé. J'ai une question pour M. Benzine. Je ne sais pas si vous avez des données statistiques. Pardon, excusez-moi. Latifi Adel, je suis historien normalement. Et surtout pas Serradèche. Oui. Je voudrais savoir si vous avez des données sur une région, sur le sud-est de la Tunisie, par rapport au taux de scolarité, l'évolution, tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec la tradition de l'immigration dans cette zone? Merci. Non, c'est bon, merci. Je voulais tout simplement intervenir pour mettre peut-être de l'eau dans le moulin de Sierno Chafi quand il a émis ces quelques remarques relatives à cette lecture de l'histoire de l'école tunisienne.
et surtout quand il a mis le doigt sur la question linguistique, qui malheureusement s'est toujours posée et s'est imposée en quelque sorte depuis la genèse on va dire, de l'histoire de l'enseignement-apprentissage en Tunisie, et elle s'est posée de la manière, j'allais dire, la plus centrale et la plus grave, quoi. Alors, pour ne penser qu'à cette réformette, j'allais dire, qui a été apportée à l'enseignement tunisien, quand on a procédé à cette fameuse question de l'arabisation, et comment on a confié l'enseignement du français, par exemple, à ceux qui n'étaient pas faits pour, mais tout simplement parce que ces collègues enseignants qui ont pris la tâche d'enseigner le français, tout simplement parce qu'ils ont fait leurs études en français, que ce soit en Tunisie ou en France. Bon. Et puis, tout le monde sait les résultats que ça a donné pour ce qui est de l'enseignement des langues en général et de l'enseignement, c'est-à-dire de l'arabe et du français. Bon, peut-être quand il s'agit des préoccupations de cette instance de réflexion, je tiens absolument à insister justement pour dire qu'il faut bien consacrer l'importance nécessaire et suffisante justement à cette question de la question linguistique, c'est-à-dire de l'enseignement apprentissage de l'école tunisienne, ne serait-ce qu'à penser, par exemple, à la réforme qui est en train de se faire en France, je crois, dans le sens de, justement, d'accorder la formation nécessaire et suffisante pour pouvoir quitter l'école, même à l'âge de 15-16 ans, c'est ce dont parlait Serge Negip tout à l'heure, qu'on appelle en France le socle commun, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que parmi les choix ou les finalités, n'est-ce pas, qu'on s'est fixé, c'est en premier lieu, cette question de la maîtrise de la langue. Et là, bien entendu, quand il s'agit de la France, et on parle de la maîtrise de la langue, bien entendu, il s'agit de la langue française. Donc pour dire que cette question linguistique, que cette question du code de la communication, n'est-ce pas, se pose presque de la même manière un peu partout dans le monde. Voilà, et merci. Edith. Oui, Edith Lomel, CRFDHT. Une très petite question dans la foulée de celle que Jocelyne faisait au sujet de la Constitution. Bon, je ne sais pas s'il faut que nécessairement toute Constitution doit comporter une part d'ambiguïté. C'est surtout peut-être qu'une Constitution doit être particulièrement concise et qu'on a peut-être voulu tout mettre dans la Constitution et un peu trop, alors qu'on a aussi prévu de mettre en place des instances constitutionnelles, justement, en ordre de marche, pour pouvoir lire et décrypter et mettre concrètement cette Constitution dans les faits, l'inscrire. Donc je voulais savoir votre sentiment sur le fait que ça peut être aussi le résultat de rapports de force, évidemment, politiques, mais aussi du travail des trois pouvoirs, etc. etc. Voilà. Donc moins sur la notion d'ambiguïté, parce que je ne sais pas si une Constitution doit par définition être ambiguë. C'était, comme vous disiez, surtout le résultat d'un consensus, d'un bon ou d'un mauvais consensus. Merci. Bon, on va maintenant à... Même une remarque, une question concernant l'école. La première concerne un peu ce qu'il va dire. C'est-à-dire, moi je trouve que l'une des phrases clés peut-être de son exposé portait sur la question des générations et de l'intergénérationnel. Ma question est la suivante. Tu ne penses pas, ou penses-tu plutôt, que le problème aujourd'hui en Tunisie, c'est un décalage en termes, je dirais, de mobilité intergénérationnelle, d'un point de vue strictement scolaire et d'un point de vue socio-économique. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont de plus en plus, nettement mieux éduqués, entre guillemets, plus instruits que leurs parents, mais ils ne voient pas que cette mobilité scolaire se traduit en termes de mobilité ou de plus-value socio-économique. C'est-à-dire que ça leur donne un statut meilleur que leurs parents. Qu'en penses-tu?
Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concerne un peu ce que, une enquête que tu connais mieux que moi peut-être, c'est l'enquête que je demande de terminer à Douarich et Tadam, où on trouve que la question du mérite est très centrale. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve que les jeunes de Tadam et Douarich ne remettent pas en question le principe du mérite comme principe. Et ceci donne un effet bizarrement contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, ils considèrent qu'ils sont responsables de leur échec. D'accord? Mais d'un autre côté, parce qu'ils croient au mérite, ils pensent qu'ils n'ont pas démérité et qu'ils sont par conséquent victimes en quelque sorte de... qu'ils étaient un peu floués ou ils sont un peu lésés quand ils prennent en considération le fonctionnement du système dans son ensemble. Et je voudrais avoir là ta réaction par rapport à ça aussi. Bon, ben, qui c'est qui commence? Vas-y. Merci pour toutes ces remarques, pour toutes ces questions. Bien évidemment, j'ai annoncé dès le début que j'ai choisi un angle bien particulier. Et que la question de l'éducation a été traitée en Tunisie sous différents aspects. Je ne vais pas là être sélectif ou préférer plutôt une approche qualitative ou quantitative. Toutes les approches globales, ça dépend de quel angle on les prend, et même si les chiffres semblent donner cette allure de description, parfois ils sont révélateurs aussi sur les aspects qualitatifs. Il n'y a pas de hiérarchie, à mon avis, des approches, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. C'est un angle d'attaque, et je voudrais insister sur le fait que ces aspects quantitatifs sont révélateurs de dysfonctionnements très très importants dans le système éducatif. Et c'est justement cette description qui peut être dense aussi qui permet d'expliquer ce qui s'est passé. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a des stations dans lesquelles il faudrait s'arrêter pour voir un peu les choix qui ont été faits. Et d'ailleurs, j'ai insisté sur le fait que ces choix sont beaucoup plus d'ordre politique qu'autre chose. Et que ces choix ont des conséquences que des générations entières vont par la suite supporter les primes. Mais par rapport au choix de contenu des programmes, certes, c'est quelque chose de très important. Et surtout quand il s'agit du choix de la langue d'enseignement ou des langues d'enseignement. Il y a aussi un enjeu énorme dans ces aspects. Et quand on prend l'approche de Bourdieu, par exemple, il y a aussi sélection par ces apprentissages et par la langue aussi. Quand vous choisissez de faire des enseignements en langue française, là vous laissez de côté aussi pas mal d'autres personnes. Je ne dirais pas que c'est le bon choix ou c'est le mauvais choix, mais il faut réfléchir énormément avant de prendre ces décisions. Et ce débat a eu lieu au début, comme vous le dites, c'est un Brigitte, lorsque il s'agissait de la tunisification de l'enseignement. Il y a eu un débat et bien sûr des gens qui regardaient d'une façon contradictoire le choix d'enseigner le français. Donc il y a eu par la suite des revanches, je dirais idéologiques, d'autres décideurs qui ont voulu aussi faire d'autres options. Tout ça, tous ces choix-là ont fait que l'enseignement soit aujourd'hui dans cette situation. C'est pour cela qu'il faudrait avoir conscience des enjeux de cette situation. C'est exactement la même chose pour les mathématiques. Essayer d'expliquer à un adolescent l'importance des mathématiques dans sa vie. Bon, nous, on pourrait postuler énormément de théories sur ça, sur le lien entre les mathématiques, le raisonnement, la rationalité, tout ce que vous voulez, devenir peut-être aussi un bon manager, etc. Mais essayer d'expliquer ça à un adolescent. Donc quand il étudie la limite de x lorsqu'il tend vers, je ne sais pas, pour lui, ça c'est inutile, il ne comprend pas ça. Donc il faut faire preuve de pédagogie, c'est vrai, mais je pense que, indépendamment des programmes et indépendamment des contenus, même si on aurait fait d'autres options, le résultat aurait été le même. J'ai fait des analyses par rapport aux chiffres sur la population en chômage, indépendamment de la discipline, et indépendamment du niveau scolaire, et indépendamment de tout ce que vous voulez. Et maintenant, le problème se pose en termes économiques aussi. C'est-à-dire, vous avez des médecins en chômage, vous avez des avocats en chômage, vous avez et parfois très méritants, et des gens qui connaissent très très bien les langues, tout ce que vous voulez, ils ont réussi leurs études brillantes et ils sont en chômage. Donc le problème n'est pas uniquement un problème du programme
Et ne croyez pas que réformer l'école, c'est uniquement ajuster des enseignements, des savoirs, etc. C'est bien, je ne dis pas, les choix qui ont été faits sont très pervers, comme vous le dites. Et j'en suis entièrement d'accord. Sur ce côté-là, le régime politique a trop perversé le système éducatif. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas considérer uniquement, c'est-à-dire quand on regarde uniquement, on va réformer le contenu des programmes et la pédagogie, etc., et tout fonctionnera. Je m'excuse. En France, je vous rappelle la décision de Jospin à un certain moment, quand il était ministre de l'Éducation. Ce n'était pas une décision, il a exprimé sous forme de vœu, peut-être aussi d'un objectif, que 80% d'une promotion, d'une génération puisse atteindre le bac. Et souvent cet argument a été avancé par les politiques en Tunisie en disant « pourquoi pas nous ?» Eh bien, on n'a pas les moyens de cette politique, malheureusement. On ne pouvait pas faire ça parce que vous n'avez pas derrière une machine qui permet de trouver le schéma qu'on a vu pour le chômage en fonction des qualifications. On n'a pas ça. Malheureusement, on n'a pas ça. Une dernière précision quant à la réforme de l'enseignement de base. La réforme de l'enseignement de base, comme l'a bien précisé Saad Nejib, est antérieure au régime de Ben Ali. Et elle se trouve même dans le plan qui devait être réalisé à partir de 86. Si vous lisez, je ne sais pas si c'était le 4e, le 3e ou le 4e plan, quand vous lisez le programme qu'il y a dedans, il y a déjà l'enseignement de base. Si vous regardez, on est à côté du centre pédagogique, c'était avant l'Institut de l'éducation. Il était cher. Si vous regardez la revue de l'Institut, vous trouvez l'explication détaillée du programme tel qu'il a été élaboré, comme l'a dit Saad Nejib, donc etc. Bien sûr, par la suite, le contenu du programme, l'orientation, les règles de passage et de réussite, et ça c'est quelque chose de très important. Quand on change quelque chose, si on le fait d'une façon assez rapide et brusque, ça permet ça détruit tout le système. L'école de base, par exemple, n'a pas été une réussite au début, je m'excuse. Ça n'a pas été une réussite. Et les parents l'ont bien compris au début. Si vous enlevez, avant, la première motivation des élèves, c'était réussir le premier. ADJ, c'était le truc qui permettait aux parents d'avoir cette satisfaction à la fin de l'année, d'avoir son enfant qui réussit. Et il le rappelle au voisin, il était le premier. Hein, il ne faut pas qu'il soit second, sinon, deuxième plutôt. Sinon, ça aurait été un problème. Et là, on se trouve du coup dans un système où il n'y a pas d'évaluation, sauf des évaluations. Maintenant, on voudrait revenir vers ça. Il faut le faire d'une façon pédagogique, c'est ça le problème. Quand il a été fait, c'est à partir de ce moment-là, on a vu dans l'école de base quelque chose qui n'allait pas marcher. Parce qu'il y a la symbolique qui est derrière, il y a la volonté, il y a le sens savant du pédagogue, celui qui réalise le programme, mais il y a aussi la symbolique qui va être véhiculée derrière et qui est très très importante aussi. Silouhi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on a un stock de données quantitatives très très important, produites essentiellement par l'INS. Le seul problème, c'est que ces données sont jusqu'à maintenant inaccessibles. C'est-à-dire, il y a une loi de données. Il y a les lois et il y a l'application aussi. C'est ça. Donc, l'INS, juste après la Révolution, a mis sur le site, peut-être par peur aussi d'être qualifié de falsificateur de données, etc., il a mis, à un certain moment, les bases de données des principales enquêtes et du dernier recensement. C'était juste quelques mois... Moi, j'ai profité, je ne vous cache pas, j'ai tout téléchargé. C'est ce qui m'a permis aussi d'analyser par la suite les chiffres. Le problème, c'est que par la suite, ça disparaît. Et parfois, vous pouvez entrer, parfois non, parfois ça dépend des circonstances. Le site même ne fonctionne plus, et il semble qu'il y a maintenant un blog sur lequel il y a les données officielles de l'INS. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais jusqu'à maintenant, si ces données deviennent accessibles, ça constituerait vraiment une mine d'or, et ça permettrait de suivre... parce que, pour l'instant, qu'a fait l'INS? Il produit des données, et il vous donne les tableaux qu'il a conçus. Je pourrais avoir d'autres idées, tabuler autrement ces données, et c'est ce que j'ai fait dans certains des chiffres que vous avez vus, que justement j'ai pu avoir parce que j'ai téléchargé les bases de données auparavant. Mais le problème, restez
emprisonner des tableaux que vous avez conçus, même si parfois ils ne nous intéressent pas. Vous prenez l'annuaire statistique de la Tunisie, depuis 30 ans, il vous dit les mariages, c'est un phénomène saisonnier. Et voilà comment ils se répartissent selon les mois. Vous savez, ça n'a pas de raison de le prouver chaque année. Hein. C'est cool, mais c'est pas grave. C'est pour caricaturer un petit peu, mais à la limite, pour vous dire, on est frustré parfois, on est frustré quand on n'a pas les. C'est la règle en général. L'INS ne vous donne pas les données brutes. Il y a maintenant, il y a plusieurs systèmes. S'il y a une demande officielle d'une institution officielle, normalement, il les donne. Non, mais les chercheurs, non. C'est pas la tradition de mettre ça. Non, si. C'est une tradition dans tout le monde. Il y a des données très importantes. Je vous assure. Uniques de leur genre, des enquêtes régulières sur la jeunesse. Je vous assure. Quinquennales sur la jeunesse. C'est le chiffre. Faites, si vous avez l'ordinateur, entrez sur le site de l'INSEE, vous regardez les enquêtes, il y a toujours ce qu'on appelle le fichier de détail. Dans le fichier de détail, vous avez les enregistrements, tous les enregistrements qui sont anonymisés. C'est-à-dire qu'on n'allait pas pouvoir reconnaître les gens, ce n'est pas l'objectif de savoir telle personne a telle voiture, ou telle, etc. Mais vous avez des données qui vous permettent de tabuler de la façon que vous voulez. À la limite, les pays qui font le plus de restrictions, comment ils font? Ils ont des systèmes qui vous permettent d'avoir l'information pour l'ensemble de l'échantillon, c'est-à-dire vous cherchez un taux, c'est lui qui vous le calcule. Mais à la limite, c'est vous que vous allez concevoir le tableau ou les données dont vous aurez besoin. Donc, fermons cette parenthèse par rapport au stock de données énorme. Pour ce qui concerne l'analphabétisme, il y a eu toujours un décalage entre les hommes et les femmes de 20%. Depuis la mise en place du système en 1958 jusqu'à nos jours, il y a toujours cette différence de 20%. Et ce n'est pas uniquement dans le milieu rural. C'est partout. Pourquoi? Parce que l'analphabétisme, c'est un phénomène générationnel par nature. Si la personne concernée n'a pas fréquenté l'école, elle ne va pas le faire après. On n'a pas un système pour l'enseignement des adultes qui est efficace. Ça n'a pas marché. Donc, ce qui fait que ce décalage initial, il est resté jusqu'à la fin. Maintenant, le défi que vous n'avez pas cité, mais qui pour moi est aussi un défi, c'est qu'on est en train de voir un renversement total du système. Maintenant, la population qui a obtenu un niveau d'enseignement supérieur et des diplômes supérieurs, c'est des filles, essentiellement. Et le défi dans cette situation, c'est que nous avons uniquement 25%, presque 26% à peu près, de la population active qui est féminine. Mais lorsque vous avez maintenant un diplôme et que ça devient plus nombreux chez les filles, eh bien, quand on fait des études, on ne peut plus se considérer comme au foyer. Et on ne se déclare plus comme femme au foyer. On se déclare en chômage. Et c'est ce qui explique, entre autres, l'explosion du taux de chômage. Parce qu'une grande partie de ce taux, c'est aussi une population féminine. Et le taux d'analphabétisme rural n'est pas au sud. Donc, ce qui coupe toute relation avec les choix politiques. Le taux d'analphabétisme féminin, c'est le nord-ouest, et c'est le centre-ouest. Le sud, c'est quasiment dans la moyenne nationale. D'ailleurs, la scolarisation dans le sud et le Sahel est très très importante depuis le début. Je ne sais pas si j'ai oublié des... Ah oui, pour les mêmes. Alors, je commence par... En flash. Très rapidement. Mais c'est vrai que les données nous fournissent énormément de possibilités pour comprendre les choses. Alors, ce que vous dites est parfaitement correct. Quant au décalage, le sentiment d'injustice dont j'ai parlé très très rapidement, c'est ça justement. C'est-à-dire, on a une règle historique qui a été instaurée à travers les générations. C'est que si vous faites des études, c'est ce que disent les parents d'ailleurs à leurs enfants pour les motiver. Donc la règle c'est ça. Si vous faites des études, c'est pour occuper un emploi qui correspond.
Ça, c'est la règle. Ça, c'est le mérite qui s'est incarné dans les comportements, dans les attitudes, etc. etc. Donc c'est pour ça que quand on ne réussit pas, on n'a qu'à se reprocher ça à soi-même. Ce n'est pas le problème des institutions, même si on le voit pour les nouvelles générations, que ça ne fonctionne plus. Donc si ça ne fonctionne plus, c'est un problème, à la limite, des gens qui ont fait ces choix-là. Ce n'est pas le problème de la personne qui, elle, n'a rien choisi, entre autres. C'est pour ça que j'ai dit que dans le nouveau système, il faut donner le choix aux personnes. Et pour parler du contenu du programme, mais personne n'a critiqué le fait que notre programme ne contient aucun enseignement pratique, du début jusqu'à la fin, rien. Et par la suite, on stigmatise l'enseignement professionnel. Donc, à la limite, on reproche par la suite aux gens pourquoi ils veulent travailler dans l'administration, derrière un bureau. Parce que durant toute leur vie, on leur a enseigné ça. Donc, vous avez. Et aucun enseignement pratique, du début jusqu'à la fin. Donc, pour le Sud. 30 secondes pour le Sud. Pour ce qui est du Sud-Est, il y a des données, comme pour l'ensemble de la Tunisie, justement, il y a des données aussi bien sur l'immigration que sur... pour vous rappeler très rapidement quelles sont les données qui sont fournies en Tunisie, il y a les recensements. Le problème des recensements, c'est que c'est tous les 10 ans. Donc, vous avez des données de 2004 que j'ai présentées. 2014, c'est la semaine dernière qui sont sorties. Donc, on ne peut pas vraiment voir, même si je ne crois pas qu'il y ait eu énormément de changements durant ces 10 années, même pour le taux d'analphabétisme, il est passé de 20% ou 21% à 18%, et c'est dû à la scolarisation des enfants de plus de 10 ans des 10 dernières années. Donc, c'est tout à fait normal, prévisible, et c'est tout à fait normal. Et il y a, ce qui est bien, c'est qu'il y a une enquête annuelle, qui est l'enquête population-emploi, qui est pratiquement basée sur le même questionnaire que le recensement, avec un échantillon représentatif à l'échelle nationale. Donc quand vous avez des données annuelles qui pratiquement sont les mêmes que celles des recensements, vous pouvez suivre. À la limite, le recensement, le dernier recensement n'a rien apporté. Pour moi, au moins, n'a pas apporté de choses nouvelles. C'est la même tendance qui évolue. Les phénomènes démographiques sont des phénomènes très lents. Et il faut attendre vraiment plusieurs années pour que ça change. Merci Mohamed. Merci. Alors, القانون متخلف عن الواقع، لا أفسر القرآن في ذلك، ومثالي هنا يكفي أن أذكر مجلد. أوكي. Le code du statut personnel, c'est un texte de loi qui a guidé la société, qui a libéré la femme, alors que la société n'était pas forcément prête à cela. Donc une exception. C'est l'exception. Non, c'est pas l'exception. Il y a plusieurs lois qui vont dans ce sens. Donc, plusieurs codes. Le code de l'investissement. Par exemple, aujourd'hui, le code de l'investissement, c'est un code qui donne une fiscalité qui ouvre beaucoup de possibilités pour investir en Tunisie. Et on a maintenant l'article 13 de la Constitution qui vient nous dire que tout contrat d'investissement doit passer par des procédures un peu complexes qui contredit le code d'investissement qui est très libre par rapport à la Constitution. Donc il y a plusieurs textes qui vont justement dans cette veine-là. La répartition juridictionnelle n'obéit pas uniquement à des impératifs d'ordre géographique, mais elle obéit à des considérations qui sont relatives à la nature du litige. Par exemple, le tribunal cantonal, pour les tribunaux cantonaux, le juge ne peut pas statuer sur les litiges dans lesquels, donc civils et commerciaux, dans lesquels il y a un montant supérieur à 7000 dinars. Donc il y a une nature du litige qui intervient également dans la répartition. يعني الاعتبارات ماهيش جغرافية، الاعتبارات تبع طبيعة النتاج واختصاص القاضي في حد ذاته اللي حد القانون. Donc ça c'est une chose. Autre chose, alors pour le COC, oui effectivement, à l'occasion du centenaire, parce que le COC date de 1906, donc en 2006 une commission est intervenue et il y a eu beaucoup d'articles qui ont été supprimés. Par exemple, des articles الخطية عنوان 20 francs. C'était le franc français. Donc tout ça a été complètement enlevé. Alors اللي خلينا مثلا انه الشراب ما يتباعش نهار الجمعة، انه العدل المنفذ ما ينفذش نهار الجمعة.
هذوما راجعين ل 1906 وقعدوا معناها c'est parce qu'ils relèvent beaucoup plus de la tradition que du droit, mais il y a plusieurs articles qui sont désuets et qui ont été complètement donc purgés, si vous voulez, du code de. Il s'agit d'un malentendu, un point d'ordre, il s'agit d'un malentendu. Juste une minute. Un point d'ordre. Un point d'ordre. Justement, alors le juge décide, il a toujours décidé d'un sens. Alors, la particularité aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a un rang suprême, c'est-à-dire que ces décisions vont s'imposer à tous les ordres juridictionnels, quels qu'ils soient. Alors, je vous donne un exemple. Là, la Cour d'appel de Tunis en juin 2014, vient d'interpréter l'article 1er de la Constitution dans le sens où elle considérait, elle a fait prévaloir les données religieuses dans un cas pour interdire l'héritage d'un non-musulman marié à une Tunisienne musulmane. Donc ça, c'est une interprétation du juge. Mais si on a une interprétation de la Cour constitutionnelle qui ne va pas dans ce sens, eh ben, le juge de la Cour d'appel ne peut plus décider de cette manière. Donc l'apport de la Cour constitutionnelle, c'est que c'est une juridiction suprême qui s'impose à toutes les autres. Et donc c'est pour ça que décider d'un sens, et d'où l'importance donc de la juridiction constitutionnelle. Donc je posais la question par rapport à la Constitution et par rapport à la juridiction de manière particulière. Alors, aussi de la même diversification, des juridictions dépend également de la nature des litiges. Et on a même aussi, que je n'ai pas cité, par exemple, on a le Conseil des conflits de compétences qui tranche les litiges entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Parce que parfois, on va devant le juge administratif, le juge administratif dit « je ne suis pas compétent, ça ne relève pas de ma compétence ». On va devant le juge judiciaire et dit « je ne suis pas compétent ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On va devant le Conseil des conflits de compétences qui tranche en faveur de quelle juridiction? Ou alors il y a aussi le conflit positif de compétences. La juridiction judiciaire dit « je suis compétente », la juridiction administrative dit aussi. On a deux jugements contradictoires. Ça c'est ancien. Non, ça c'est ancien, ça c'est de 1996. Ça date de 1996. Alors, un conflit positif de compétences, deux juridictions qui sont compétentes dans une même affaire. C'est le Conseil des conflits de compétences qui tranche également. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est la nature du litige aussi qui détermine la compétence juridictionnelle. Alors, oui, la colonisation. Alors justement, j'ai évoqué cette question parce que, bizarrement, c'est une question qui est passée inaperçue devant l'Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire, l'article 116 n'a pas posé de problème. On a entériné le principe de la séparation des autorités, ça n'a pas posé de problème. C'est pour ça que je l'ai évoqué également. Alors, pour Justine, justement, alors, l'essence même de la Constitution, je ne dirais pas l'ambiguïté, et je vous rejoins, madame, ce n'est pas l'ambiguïté, mais la généralité. La Constitution dispose d'un très haut degré de généralité qui fait qu'on évoque les principes généraux et on renvoie à la loi. Par exemple, on dit, je vous cite par exemple l'article de la Constitution, donc voilà, on garantit le droit de propriété et on délègue à la loi la compétence de le gérer. C'est pour ça qu'une loi, par exemple, peut intervenir pour régir l'expropriation. On peut vous prendre votre bien et vous donner... donc, pourquoi ça ne veut pas dire qu'on porte atteinte à ce droit de propriété. Non, parce que c'est la Constitution qui a renvoyé à la loi. Et donc, le degré de généralité, il y est, mais je ne pense pas qu'on va jusqu'à l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est nouveau, c'est le fruit du consensus, parce qu'on a expressément la chose et son contraire. Donc voilà, alors, comment gérer par rapport le hiatus, justement, par rapport au débat social? Eh bien, je pense que c'est en parler, soulever des questions, nuancer, apporter donc enrichir le débat. Je pense que le gère de cette manière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que je vois les choses. Merci, on a débordé que de 5 minutes seulement, c'est bien. J'excuse, il faut que j'excuse Fatima parce qu'elle avait nous quitté, c'est la saison des examens, donc elle ne pouvait pas rester. On reprend à 3h, s'il vous plaît, dans la même salle.